j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc autour du sport. Quand je l'ai expliqué dans le dernier Urban Story, je voulais parler des deux sports vraiment qui m'avaient le plus plu dans les Jeux Olympiques, donc le basket et l'athlétisme. Donc dans la dernière vidéo, j'ai pu aborder le basket à travers le streetball et aujourd'hui, c'est au tour de l'athlétisme. Donc dans l'athlétisme, on peut faire un constat flagrant qui est que dans la plupart des courses d'athlétisme, les athlètes qui excellent, qui réussissent, ce sont des personnes noires. Et même quand on regarde les performances, les records du monde, les grosses têtes de courses d'athlétisme, ce sont des hommes et des femmes noirs. Donc dans cette vidéo, j'avais envie d'aborder l'athlétisme sur la problématique et sur le thème de la communauté noire et comment expliquer cette relation. Et ici, je parle bien particulièrement lors des courses, donc le 100 mètres, le 200 mètres, le 400 mètres, les relais, etc. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette Urban Story. Donc tout d'abord, remettons les bases sur l'athlétisme. L'athlétisme, c'est pas seulement des courses. Oui, donc bien sûr, on retrouve les courses, le sprint, des marathons. On retrouve aussi du saut en longueur, du saut en hauteur. On retrouve aussi des lancers de poids, des lancers de javelot. Donc en fait, c'est plusieurs sports qui vont former l'athlétisme. Et la catégorie de l'athlétisme dans les Jeux Olympiques existe depuis la nuit des temps. C'est-à-dire qu'ils étaient là dès les premiers Jeux Olympiques en Grèce en 776 avant Jésus-Christ. L'athlétisme devient ensuite un sport mondial en 1912 avec la création de l'IAAF, la Fédération internationale d'athlétisme amateur, et un sport professionnel dans les années 80 lorsque les athlètes peuvent être rémunérés, faire des collaborations et où les records sont pris en compte et sont considérés. Ensuite, bien sûr, au tout début, c'était un sport blanc. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas question, on n'avait pas imaginé avoir un coureur, un sprinter noir dans ces courses-là. Et donc, il faut attendre les Jeux Olympiques de 1932 à Los Angeles pour avoir les deux premiers sprinters noirs. Donc, Eddie Tolan et Raf Metcalf, qui vont bien sûr exceller lors de la course du 100 mètres, arriver premier et deuxième avec un record de 10 secondes 3. Mais celui qu'on retient le plus à cette époque, c'est Jesse Owens lors des Jeux Olympiques de Berlin en 1936. Déjà, il y a le contexte qui joue beaucoup. On est dans une période post-guerre et avant la Seconde Guerre mondiale, donc, et en plus ça se passe à Berlin, donc politique très nazie, très raciste. Et on va voir que Jesse Owens, un homme noir, va remporter 4 médailles d'or dans toutes les sprints. Donc c'est clair que là, notre cher monsieur à la moustache n'est pas du tout content puisque Jesse Owens va apparaître comme un symbole de puissance qu'on va aborder plus tard. Ensuite, ce qui est important à retenir dans le sprint, c'est le passage sous la barre des 10 secondes. C'est considéré comme un exploit majeur. Même si aujourd'hui, on va avoir plus de 150 sprinters qui passent en dessous de la barre des 10 secondes, donc ici dans la course du 100 mètres, il faut savoir que le premier sprinter à passer sous la barre des 10 secondes est un noir, Jim Ince, qui fait 9,95 lors des Jeux Olympiques de Mexico en 1968. Et si on revient seulement 12 ans en arrière, on était seulement à 80 sprinters à passer sous la barre des 10 secondes. Donc la plupart étaient des noirs, on avait quelques métis et un seul blanc. Christophe Lemaitre, qui le 9 juin 2010 fait 9,98 dans une course de 100 mètres. Donc c'est vrai que là, il vient un peu contrecarrer cette hypothèse comme quoi l'homme noir est le plus rapide. Mais en fait, très vite, si on regarde sur les records du monde, ça a toujours été des hommes et des femmes noires. Par exemple, prenons les courses du 100 mètres et 200 mètres féminin et masculin. Chez les femmes, c'est Florence Griffith-Joyner qui va détenir les deux records. Donc avec 10,49 secondes pour le 100 mètres en 1988 lors de la sélection des Jeux Olympiques. Et la même année pour le 200 mètres avec 21 secondes 34 lors des Jeux Olympiques de Séoul. Et chez les hommes, c'est bien sûr Usain Bolt qui détient les deux records avec 9,58 pour le 100 mètres en 2009 avec le championnat mondial de Berlin. Et la même année, la course du 100 mètres avec 19,19 secondes lors des championnats du monde de Berlin. Donc cette hypothèse comme quoi l'homme noir avec un grand H est le plus rapide est plausible. Et comment on peut l'expliquer? Donc à cette question-là, plusieurs personnes se sont intéressées à ce sujet, ont même écrit des livres. Et par exemple, on va avoir John Hentin, qui est un journaliste américain, qui aura écrit le livre Tabou, pourquoi les athlètes noirs dominent les sports et pourquoi nous avons peur d'en parler, qui vient ici évoquer des caractéristiques physiologiques qui sont propres à la communauté noire et principalement originaires de l'Afrique de l'Ouest. Donc par exemple, on va retrouver une graisse sous-cutanée plus faible, aux bras et aux jambes, une masse musculaire plus élevée ou encore des épaules
plus large. Donc en fait, en résumé, ces caractéristiques physiologiques peuvent expliquer ses meilleures performances. Et puis plus récemment, on va avoir la question du gène qui va arriver, et en particulier l'alpha-acétine 3 ou encore ACTN3 ou encore le gène du sprint. Ce gène, il est découvert en Australie au début du siècle et il existe 3 formes de ce gène. On va avoir le RR, le RX et le XX. Donc l'ACTN3XX, c'est quand il est présent dans notre corps mais il est inactif. Donc ça va être beaucoup chez les populations européennes ou encore asiatiques. Ensuite, on va avoir le RX et le RR. Donc ça, c'est quand le gène, il est actif. Donc quand c'est RR, ça veut dire qu'il est totalement actif, totalement performant. Et donc ici, on va avoir des meilleures capacités dans tout ce qui est endurance et vitesse. RX, c'est la même chose, juste un peu moins optimal. Mais par exemple, on va être beaucoup plus performant dans tout ce qui est endurance musculaire. Donc pourquoi ce gène est important? C'est parce qu'en fait, chez la population noire, et en tout cas l'Afrique subsaharienne et ceux qui sont originaires de l'Afrique subsaharienne, le gène ACTN3, RR ou RX est majoritairement présent. C'est seulement 1 à 2% de la population qui l'a inactif, tandis que les autres types de populations vont avoir un pourcentage d'ACTN3 actif beaucoup plus réduit. Bien sûr, bien qu'on voit qu'il y a la génétique ou encore la physiologie qui rentre en jeu, il ne faut pas négliger l'entraînement. C'est-à-dire que on peut être prédisposé à être plus rapide, une communauté plus rapide, mais s'il n'y a pas d'entraînement derrière, ça va servir à rien. C'est-à-dire que si on met une personne blanche qui aura fait un entraînement intensif et une personne noire qui n'aura jamais fait un entraînement intensif, il y a plus de probabilité que la personne blanche réussisse. Donc c'est vrai que l'entraînement permet de mettre à niveau, mais ce qui explique que par exemple, une personne va être plus rapide alors qu'elles ont eu le même entraînement, ça va être ici la génétique et la physiologie. Ensuite, on va aussi avoir la technologie qui est importante. Comme j'ai pu le dire aujourd'hui, et puis je pense que dans les années à venir, les athlètes qui vont passer sous la barre de 10 secondes va augmenter. Et ça, c'est parce que c'est la technologie. Donc déjà au niveau des chaussures plus performantes, plus aériennes, un meilleur contact avec le sol, mais aussi le sol, comment on fait, les matériaux qu'on utilise pour mettre au mieux et au plus à l'aise les athlètes, et puis surtout lors des entraînements. C'est-à-dire toute la technologie qui est utilisée, les chronomètres, les caméras qui vont pouvoir filmer au millième de seconde près l'athlète, voir ses mouvements et lui montrer quel mouvement il peut le mieux approprier pour être plus rapide. En conclusion, on observe bien qu'en fait, les courses, les sprints sont dominés par la population noire, à part une exception près. Donc là, un nouveau thème, une nouvelle question vient d'être soulevée. Quel est le rôle du sprinter noir dans sa communauté? Lorsqu'un athlète, homme ou femme noir, réussit une course, c'est pas seulement une victoire. Bien sûr, là, il y a la fierté d'avoir réussi sa course, que ses efforts ont payé, mais il y a aussi un rôle social qui arrive. Par exemple, quand Eddie Tolan et Ralph Metcalfe réussissent leur course en 1932, ils deviennent des symboles noirs, des exemples à leur course, que ce sont les premiers athlètes noirs à assister à des Jeux Olympiques. Ensuite, quand c'est Jessie Wayne qui gagne ses 4 médailles d'or en 1936 aux Jeux Olympiques, c'est plus qu'une victoire. Là, en fait, le contexte était hyper tendu à Berlin pour un homme noir américain. Et là, il réussit à gagner 4 médailles d'or. Donc là, c'est vrai qu'il va vraiment devenir un symbole d'espoir, mais aussi un symbole de résistance et de lutte face à toute cette discrimination, ce racisme et ce contexte social. Un autre moment où le terrain, l'espace de course, devient un espace d'expression, c'est en 1968 lors des Jeux Olympiques de Mexico. On va avoir Tommy Smith et Jean Carlos qui remportent respectivement l'or et le bronze à la course de 200 mètres, qui lorsqu'ils vont devoir monter sur le podium, recevoir leur médaille, ils vont lever leur poing en l'air. Donc en fait, ce geste-là va devenir un symbole de lutte contre toutes les discriminations raciales, les inégalités sociales faites à la communauté noire. Ensuite, on va aussi avoir les sprinteurs qui deviennent des symboles un peu malgré eux. Par exemple, Usain Bolt. Usain Bolt, il est originaire de la petite île de Jamaïque. Il réussit toutes ses courses et surtout, il est le détenteur des records du 100 mètres et du 200 mètres qui sont encore aujourd'hui invaincus. Donc, bien sûr, quand il réussit tout ça, il devient un modèle national. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est originaire d'une petite île qui n'est peut-être pas super connue au moment où il réussit. Donc aujourd'hui, elle est connue, mais à ce moment-là, elle n'était peut-être pas hyper connue, peut-être pas super développée. Donc c'est vrai que quand lui, il vient aux Jeux Olympiques, qui est visionné par le monde entier, qui montre qu'il excelle, les gens vont s'intéresser à cette personne, à d'où il vient, à sa culture, etc.
une petite comparaison, Bob Marley. Bob Marley, c'est la même chose. Lui, il va apporter un nouveau style de musique, le reggae, qui va marcher mondialement, il va être connu mondialement. Donc bien sûr, on va s'intéresser à Bob Marley, d'où il vient, sa culture, d'où vient le reggae, et donc on va s'intéresser à la Jamaïque, et il devient aussi un modèle national. C'est la même chose pour Usain Bolt, et c'est pour ça qu'on comprend qu'on va avoir énormément d'athlètes, de sprinteurs, hommes et femmes jamaïcains qui vont exceller et qui vont être aussi beaucoup présents sur les podiums. C'est parce que bah, en fait, l'athlétisme va devenir un sport national et va devenir aussi une voie de réussite. Comme va le dire Rita Marley, donc la veuve de Bob Marley, Usain et Bob, c'est pareil. Si eux ont pu faire de grandes choses, alors d'autres Jamaïcains peuvent le faire. Et puis aujourd'hui, on va voir d'autres athlètes qu'on a pu voir cette année ou il y a 3 ans, comme Noah Lyles, Allyson Felix ou Sha'Carri Richardson, qui sont sur les podiums, qui sont mis en avant et donc qui vont utiliser leur notoriété pour lutter contre les injustices raciales et sociales. Donc voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. J'espère que c'était intéressant de voir comment on pouvait aborder un thème plutôt culturel à quelque chose de social, voir leurs relations et comprendre comment deux phénomènes peuvent se rencontrer, si on peut dire. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. On se retrouve pour la prochaine vidéo, pour le prochain Urban Story. Et voilà!